À qui est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aujourd'hui? Oula, vaste question. Aux experts qu'on voit à la télé, aux journalistes, aux politiciens, même aux académiques. J'ai l'impression qu'on ressent toutes et tous un décalage de plus en plus grand. Un fossé, oui, entre le discours et la réalité. C'est ça, entre la belle théorie et la pratique de tous les jours. C'est un sentiment très actuel, cette impression que beaucoup de paroles sont devenues du vent. On peut affirmer une chose et son contraire sans jamais vraiment en subir les conséquences. Il y a une sorte de déconnexion. La déconnexion, c'est exactement le mot. Et c'est justement le cœur du livre dont on va parler. Jouer sa peau, de Nassim Nicolas Taleb. Hmm, Il faut presque voir ce livre comme un immense détecteur de baratin. Un bullshit détecteur, comme il dirait. tout à fait. Mais attention, ce n'est pas un livre de finance ou d'économie au sens strict. Non, pas du tout. C'est une exploration de la symétrie, de la justice, de la responsabilité, et au fond de ce que ça veut dire être vraiment rationnel. Alors à qui il s'adresse, ce livre? Ben, en fait, à tout le monde. À quiconque a l'impression qu'il y a des règles du jeu invisibles, des asymétries qui régissent un peu tout. De nos choix au supermarché à la politique internationale. Exactement. C'est un outil pour apprendre à distinguer l'expert du charlatan, le discours solide de la simple posture. Et la question qu'il pose, elle est simple, mais elle est redoutable. Et si la clé pour comprendre le monde n'était pas dans ce que les gens disent, mais dans ce qu'ils sont prêts à risquer personnellement? Voilà, c'est ça le point de départ. Alors, cette idée de jouer sa peau, il faut clarifier un truc tout de suite, ce n'est pas juste une question de bonus financier du genre je suis motivé par l'argent. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est presque une idée morale. C'est une question de symétrie. De symétrie, oui. C'est l'idée la plus simple et la plus fondamentale qui soit. Si on profite des bénéfices d'une situation, on doit aussi en accepter les risques. Point. On ne peut pas faire en sorte que les autres payent le prix de nos erreurs. C'est un filtre, en fait. Celui qui n'a rien à perdre dans une décision ne devrait pas être celui qui la prend. Et c'est un principe qui n'est pas du tout nouveau. Un an? Le livre nous rappelle le code d'Hammurabi il y a presque 4000 ans. La règle était simple, si un architecte construisait une maison, Et que cette maison s'effondrait et tuait le propriétaire, on pogeait l'architecte était mis à mort. C'est brutal, c'est sûr, mais la symétrie est parfaite. la symétrie est parfaite. L'architecte partageait le risque ultime de son client. C'est une responsabilité totale. Hmm. Et ce qui est fascinant, c'est comment Taleb oppose cette symétrie ancestrale à l'asymétrie qui est devenue la norme aujourd'hui. Dans plein de domaines. Oui, et il prend l'exemple très parlant de ce qu'il appelle les interventionistas. Ce sont ces experts, ces intellectuels, qui depuis le confort de leur bureau, Ou des plateaux télé. ont promu avec force des interventions militaires, comme en Irak ou en Libye. On voit très bien de qui il parle. Celles et ceux qui écrivent des éditos enflammés pour renverser le dictateur. Précisément. Et la critique de Taleb, elle est cinglante. Ces experts récoltent les honneurs, la réputation. Si l'intervention semble être un succès, même temporaire, Comme la chute d'un régime. voilà. Mais ils ne payent jamais, au grand jamais, le prix des conséquences désastreuses qui suivent. Le chaos, les marchés d'esclaves en Libye, les vagues de réfugiés. Eux n'ont absolument aucune peau en jeu. Aucune. Le risque de leur belle théorie est entièrement transféré à des populations à des milliers de kilomètres. C'est le transfert de risque à son paroxysme. Ils ont les bénéfices, les autres ont les risques mortels. Mais comment on en arrive à une telle déconnexion? On dirait qu'ils flottent au-dessus de la réalité. C'est exactement l'image que Taleb utilise avec une métaphore géniale. Le mythe d'Anté. Ah oui? Dans la mythologie grecque, Anté était un géant qui tirait sa force de sa mère, la terre. Tant qu'il touchait le sol, il était invincible. Et Hercule, pour le vaincre, a dû le soulever. Il a dû le couper de sa source de pouvoir. Et pour Taleb, c'est ça, hein, le savoir, la décision, l'action, pour être valide, doivent rester en contact avec la réalité du terrain. Et ce contact, ce qui nous ancre dans le réel, c'est de jouer sa peau. C'est la prise de risque. Couper quelqu'un de la réalité, c'est le rendre à la fois faible et incroyablement dangereux, parce qu'il ne sent plus les conséquences. Cette idée doit avoir des répercussions partout, même au supermarché, j'imagine. Absolument. Et c'est là qu'on arrive à une des idées les plus contre-intuitives du livre, ce que Taleb appelle la règle de la minorité. D'accord. On a tendance à croire que les changements dans la société sont le fruit de la volonté de la majorité. Taleb montre que c'est souvent l'inverse. Comment ça? Il explique qu'une petite minorité, mais une minorité intransigeante, peut imposer ses préférences à tout le monde. Ah oui, l'exemple qu'il donne est frappant.
Pourquoi la plupart des sodas aux États-Unis sont certifiés kasher? Alors que la majorité de la population n'est pas juive pratiquante, évidemment. Évidemment, c'est parce que la minorité qui ne mange que kasher ne consommera jamais, sous aucun prétexte, un produit qui ne l'est pas. Elle est intransigeante. Alors que la majorité, elle, est flexible. Exactement. Boire un soda kasher ou non kasher, ça ne lui pose aucun problème. Donc pour un producteur, c'est plus simple de tout rendre cachère. Voilà. Il est beaucoup plus simple de satisfaire la minorité intransigeante sans perdre la majorité flexible. La règle intransigeante l'emporte toujours sur la flexibilité. Et ça s'applique à d'autres choses. Partout. Pensez aux boîtes de vitesse automatiques. Quelqu'un qui sait conduire une voiture manuelle peut sans problème conduire une automatique. L'inverse n'est pas vrai. Ah, bien vu. Du coup, la préférence de la minorité qui ne peut que conduire en automatique finit par s'imposer sur le marché. Attendez, mais c'est fou. Si on pousse la logique, ça change complètement la vision de nos choix. Ah bah oui, On croit être libre, mais en réalité, une grande partie de ce qu'on nous propose est dictée par les convictions d'une poignée de gens. Le supermarché, c'est un champ de bataille invisible d'intolérance. c'est une excellente façon de le voir. Ce n'est pas la préférence de la majorité qui compte, mais l'asymétrie dans l'intolérance. Une personne inflexible aura plus d'impact que 100 personnes tolérantes. Et cette minorité, d'une certaine manière, elle a la peau en jeu. D'une certaine manière, oui. Ses convictions sont si fortes qu'elle est prête à accepter un coup, se compliquer la vie, ne pas consommer pour les maintenir. Cette prise de risque lui donne un pouvoir énorme. Si on suit cette logique de peau en jeu comme filtre, ça doit complètement changer la manière dont on évalue les experts. C'est le cœur du problème, oui. Comment on fait la différence entre celui qui sait de quoi il parle et celui qui a juste le bon jargon? Alors pour ça, Taleb a créé une catégorie assez savoureuse, l'intellectuel pourtant idiot, ou IPI. J'adore. L'IPI, c'est cette personne qui a fait des grandes écoles, qui maîtrise le vocabulaire, qui parle dans les conférences, mais qui est complètement déconnectée du monde réel. C'est l'interventionniste par excellence. Totalement. C'est la personne qui explique comment élever des enfants en se basant sur une seule étude alors qu'elle n'a même pas réussi à garder une plante verte en vie. D'accord. Donc on se méfie de l'IPI. Mais par quoi on le remplace? J'imagine qu'il faut faire confiance à ce qui a fait ses preuves sur le terrain, au temps qui passe. C'est ça, l'effet Lindy? Exactement. L'effet Lindy, c'est un concept tout simple mais hyper puissant. Pour tout ce qui n'est pas périssable, une idée, une technologie, un livre. Une recette de cuisine. Voilà. Son espérance de vie future est proportionnelle à son âge actuel. Autrement dit, une technologie qui existe depuis 50 ans a plus de chances d'être encore là dans 50 ans qu'une techno qui a 1 an. Le temps est le filtre ultime. Le filtre ultime de la robustesse. Il ne garde que ce qui résiste au choc du réel. Mais attends, est-ce que ça veut dire que tout ce qui est vieux est forcément bon? Il y a plein de vieilles idées terribles qui ont survécu. Très bonne question, et c'est là que la nuance est importante. L'effet Lindy, c'est pas un jugement moral. C'est pas vieux égale bon. C'est un jugement de robustesse. D'accord. Une idée qui a survécu des siècles a survécu parce qu'elle n'a pas fait s'effondrer le système qu'il a adopté. Elle a résisté. C'est pour ça que Taleb dit qu'il faut plus faire confiance à la sagesse de nos grands-mères en nutrition, qui est le résultat de millénaires d'essais-erreurs. Qu'à la dernière étude à la mode dans un magazine. La science elle-même, la vraie, elle est Lindy-compatible. Une théorie survit parce qu'elle résiste à d'innombrables tentatives de réfutation. Je vois. Le temps est un processus de filtrage impitoyable. Et ça s'applique aussi au métier, j'imagine. Bien sûr, un artisan, un plombier, un chirurgien, un pilote d'avion, Ils ont tous la peau en jeu. tous. S'ils font mal leur travail, les conséquences sont immédiates et personnelles. Leur réputation, leur gagne-pain. Parfois la vie des gens. Exactement. Alors qu'un économiste qui fait une prédiction catastrophiquement fausse, ou un politologue qui se trompe complètement, il risque rien, absolument rien. Il sera de retour sur le même plateau la semaine suivante pour expliquer pourquoi ces modèles n'ont pas fonctionné. La réalité est le juge ultime. Mais pour ça, il faut que les acteurs soient exposés à son jugement. D'accord. Donc on a la peau en jeu qui filtre les actions et l'effet Lindy qui filtre les idées dans le temps. Tout ça nous amène à une vision de la rationalité qui est très différente de celle qu'on apprend d'habitude. Radicalement différente. Pour Taleb, être rationnel, c'est pas une question de cohérence logique dans nos croyances. Ça, c'est de la déco intellectuelle. Alors, c'est quoi? La rationalité, c'est une seule chose, la survie. Et rationnel, ce qui permet à un système, un individu, une famille, l'humanité de perdurer. Et ça se traduit comment, concrètement?
Il utilise une analogie géniale pour expliquer un concept un peu complexe, l'ergodicite. Il dit « Ne traversez jamais une rivière si elle fait en moyenne 1,20 m de profondeur. Pourquoi? Parce que la moyenne ne dit rien sur le risque réel. Il suffit d'un seul point à 3 mètres de profondeur pour qu'on se noie. Et une fois qu'on est noyé, la partie est finie. C'est un événement de ruine. Il n'y a pas de seconde chance. Voilà. C'est la différence entre une statistique sur un grand groupe et l'expérience d'un seul individu à travers le temps. Si une personne sur 100 se noie, un statisticien dira que le taux de survie est 99%. Ce qui est excellent. Sauf que pour soi, l'individu qui doit traverser cette rivière chaque jour, un seul événement de ruine met fin à la série. Pour toujours. La moyenne ne s'applique pas. Donc, la première question à se poser face à un risque, ce n'est pas qu'est-ce que je peux gagner, mais Est-ce que je peux être totalement ruiné? Si la réponse est oui, peu importe le gain potentiel, le pari est irrationnel. la survie passe avant tout. Avant tout le reste. La vraie rationalité, c'est d'éviter la ruine. Et c'est là qu'il fait un lien fascinant avec la religion. Ah oui, Il ne voit pas les religions comme des systèmes de croyances absurdes, mais comme des technologies de gestion du risque sur le très long terme. Leurs règles binaires, tu ne mangeras pas de porc, sont des heuristiques de survie. des stratégies transmises de génération en génération. Exactement. L'important n'est pas de croire en la règle, mais de la suivre, car elle a prouvé par l'effet Lindy qu'elle permettait au groupe de ne pas disparaître. C'est une vision de la religion comme un ensemble de stratégies de survie qui ont fait leurs preuves. C'est radical. Si on devait résumer l'esprit du livre, je dirais que c'est un plaidoyer pour l'honneur, le courage. Et la responsabilité. C'est un appel à reconnecter les actes et leurs conséquences, dans un monde qui fait tout pour les séparer. Et c'est une critique féroce de la bureaucratie moderne, qui est par définition une construction pour isoler une personne des conséquences de ses actions. Le fonctionnaire qui crée des règles complexes n'aura jamais à les appliquer lui-même. Il a le pouvoir sans le risque. C'est l'asymétrie institutionnalisée. Il y a cette phrase choc dans le livre « Ne me dis pas ce que tu penses, dis-moi ce qu'il y a dans ton portefeuille Il faut le comprendre au sens large. C'est pas que l'argent, ». Non. c'est ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à risquer, sa réputation, son confort, sa vie, pour ses convictions? C'est ça la vraie information. Le reste, c'est du bruit. Et une fois qu'on a cette grille de lecture, on voit le monde différemment. On voit les banquiers renfloués en 2008 qui ont gardé leur bonus. Après avoir fait peser un risque de ruine sur le système mondial. On voit les journalistes qui se soucient plus de l'opinion de leurs collègues que de la vérité du terrain. On voit toutes ces asymétries qui structurent nos vies. Au final, jouer sa peau, c'est bien plus qu'un concept. C'est une éthique de vie. Oui, C'est une manière d'aborder le monde qui valorise le courage et la responsabilité. C'est l'idée que la liberté n'est jamais gratuite et que la vertu réelle exige une prise de risque. Il ne s'agit pas de prendre des risques idiots. Il s'agit de posséder ses propres risques. de ne pas les transférer aux autres. Surtout à ceux qui n'ont pas leur mot à dire. C'est ça la symétrie. C'est ça l'honneur. Pour conclure, on pourrait laisser chacune et chacun avec une pensée, une question tirée du livre. Il termine son ouvrage par la phrase « Rien sans jouer sa peau ». La question qui en découle est simple. Dans quel domaine de notre vie, une décision importante est-elle prise par quelqu'un qui n'a absolument rien à perdre si les choses tournent mal pour nous ?